Voilà. Alors, je ne peux pas ne pas dire merci à Serge Scott. Vraiment, parce qu'il anime d'abord sur Toulouse un début, une dynamique et un gros travail. Et je trouve qu'organiser ces journées de l'EFTA, on ne peut que remercier. Et moi, je le remercie pour plein de choses, mais entre autres pour me donner l'occasion d'être avec vous, de revenir sur les pas de l'EFTA après plusieurs dizaines d'années, puisque j'étais un des cofondateurs déjà du réseau et de l'EFTA. Hein, et donc, il se trouve que pendant des années, j'ai pris du temps pour développer de la thérapie familiale dans le champ du monde psychanalytique, et j'ai eu l'occasion de créer la section européenne de psychanalyse de couple et de famille. Et là, je me retrouve avec vous, avec Martine, donc avec d'autres personnes. J'aurai l'occasion d'échanger avec Catherine Ducomanagie, des gens pour lesquels c'est un plaisir de pouvoir travailler. Je parle un peu aujourd'hui d'une place de clinicien, entre autres de clinicien sur les problématiques de violence. Hein, j'ai présidé la commission interministérielle sur la violence pendant 4 ans. Donc la question de la violence, comme ça, c'est pas nouveau, mais il se trouve qu'effectivement, depuis ces dernières années, avec la question Daesh, État islamique, terrorisme, j'étais particulièrement, et je suis particulièrement engagé autour de ces questions à plusieurs niveaux, au niveau interministériel de la MIVLUD, et je suis amené à travailler comme superviseur, à la fois comme clinicien, mais comme superviseur de différents réseaux. Entre autres, un réseau auquel je veux aussi rendre tout à fait hommage, qui est le réseau Radéo, animé en particulier sous l'égide de la Maison de l'Adolescent de Nîmes, qui fait un travail remarquable avec Pierre Méjean, qui est ici présent, que j'inviterai autant que possible à intervenir, si on a du temps. Ça va être une gageure. Donc je parle aussi en tant que superviseur des équipes du réseau radicalisation, des référents radicalisation, entre autres de la région PACA et maintenant de l'interrégion. Mais je m'adresse aussi à des publics différents, et c'est aussi important, puisque je travaille avec des gynécologues, hein, et je suis avec des gynécologues, et c'est tout à fait différent d'avoir la possibilité de parler avec des gynécologues qui rencontrent des filles voilées, qui se dévoilent, et qui ont l'occasion de parler autrement de leur corps à travers, dans cette rencontre singulière, hein, et qui disent pas, qui montrent à travers leurs émotions des choses qu'on n'entend pas forcément ailleurs. J'ai aussi le plaisir de travailler, mais ça a été un choix, dans des terrains particulièrement sensibles avec des travailleurs de rue, dans la rue. Ça existe des psychanalystes de rue. Hein, et entre autres, de travailler avec les équipes de Molenbeek. Voilà. Milieu sensible, s'il en est. Donc, autour de tout ça, j'ai un certain nombre d'idées et de formations diverses auxquelles je suis amené, pour lesquelles je suis amené à intervenir, un certain nombre d'idées, mais qui vont travailler à partir de la question de la radicalisation, donner accès à des modélisations qui s'inscrivent dans une perspective psychanalytique du lien, et qui s'inscrivent dans ce que je vais développer un petit peu, si j'en ai le temps, sur la modélisation que je propose du maillage des liens, du maillage des contenants identitaires. Donc c'est cette clinique-là auquel
finalement, la radicalisation est une occasion d'en parler, hein, et sans la réduire. Je veux dire, autant la radicalisation, c'est un champ qui nous interroge, qui est à la fois intéressant pour penser des choses nouvelles, et en particulier dans la posture clinique, hein, mais autant, il ne faut pas croire qu'on invente tout, et on travaille aussi avec beaucoup de choses, mais en même temps, il faut les repenser, hein, réouvrir, et c'est un horizon passionnant. Donc, une définition très rapide, en fait, je préfère plutôt celle de Kosokova, mais là, j'ai repris celle-ci du Centre de prévention menant la violence, qui parle de processus d'adoption de croyances extrêmes, comprenant la volonté d'utiliser la violence en vue de faire triompher une idéologie. Voilà le maître mot, un projet politique ou une cause comme moyen de transformation sociale. Mais, comme mon collègue l'a évoqué, ce sont déjà des notions que je mets en perspective à travers la clinique du lien de façon plus critique. Tout en pensant que on a organisé une rencontre à la Nuit avec l'ensemble des équipes qui travaillent sur ce terrain de la radicalisation. On s'est tous mis d'accord sur l'idée qu'il n'y a pas de profil type. Sauf qu'il n'y a peut-être pas de profil type, mais je peux vous assurer, en tout cas c'est mon expérience clinique, il y a des indices de vulnérabilité, et des indices de vulnérabilité au basculement djihadiste. Et c'est là-dessus que je vais vous sensibiliser, comme l'expression d'un symptôme de souffrance de cette notion que je vous évoquais de maillage des contenants généalogiques identitaires que je vais développer. Et alors, je vais développer ça, dans un premier temps, à travers la notion de pacte d'alliance radicale, pacte d'alliance idéologiste. Dans un deuxième temps, après la pause, avec aussi Jean-Claude Maes, avec qui j'ai le plaisir d'échanger régulièrement, et avec vous, avec qui j'aurai ce plaisir tout à l'heure. Tout à l'heure, je parlerai de la néoconversion, des processus que j'appelle de néoconversion radicale. Je vous dis tout de suite parce que je pense qu'il n'existe pas de conversion radicale, il n'existe que des néoconversions, mais je vous expliquerai ce que je veux dire par là. Ce que je vous dis également, c'est qu'il y a une cohérence entre ce que j'annonce dans un premier temps et ce qui va suivre dans un second temps. J'espère que les gens qui seront là tout à l'heure seront des personnes qui étaient présentes ici, parce que je ne veux pas reprendre tout, autrement ça n'a pas trop de sens. Alors donc, là, cette notion de pacte d'alliance radicale, idéologiste. Déjà, l'idéologie, effectivement, on ne peut pas ne pas avoir d'idéologie. Donc lutter contre la notion d'idéologie, pour moi, c'est déjà passer à côté. Pourquoi ? Parce que toute vision du monde est structurée, méta-organisée par nos idéologies. Elle construit un rapport au monde, elle est en rapport avec notre épistémologie. Donc, je différencie l'idéologisme qui est la dimension de dérive extrémiste radicale, où la vérité de la radicalisation, c'est la foi une croyance qui explique le monde, le temps, l'espace, la vie, la mort. Ça, c'est comme toute idéologie, mais c'est le hors de doute, hors de tout doute, hors de toute critique. C'est ça qui marque le hist. Or, le hist, il est en écho à un véritable processus de croyance paranoïaque d'une logique imperturbable fondée sur un a priori affectif faux. C'est une conviction rigide, prosélyte et combattante. Les valeurs idéalisées, et ça c'est essentiel pour comprendre le basculement, deviennent des interdits cruels. Donc il y a un passage des valeurs aux interdits. En termes psychanalytiques, de l'idéal on passe d'un surmoi cruel à un idéal du moi cruel. Et ça, c'est notre manière de le dire, et ça a des conséquences très importantes. Je vous annonçais la notion de contenant identitaire communautaire.
Et ça, c'est à penser dans la perspective du maillage, et c'est cette notion qui va nous permettre de penser le pacte d'emprise entre un maillage, en particulier d'adolescence familiale décontenancée, donc ça ce serait une adolescence familiale décontenancée, je vais vous en dire plus après, et ça c'est une organisation différente, ça c'est Daesh. Eh bien, tout mon modèle va consister à penser que ça, c'est un pacte d'alliance, c'est-à-dire qu'il fait intervenir à la fois des vulnérabilités en rapport avec l'organisation des liens des familles, des communautés concernées, et en rapport, et c'est une dimension sur laquelle les cliniques, les professionnels ne pensent pas assez, en rapport aussi avec l'organisation prédatrice, celle qui va avoir aussi besoin. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, comme en analogie, la secte a besoin aussi des adeptes, et les adeptes ont besoin de la secte. Et quelqu'un comme Jean-Claude sait bien de quoi on parle. Mais ces histoires-là n'ont de sens que si on les pense dans une psychopathologie de la mondialité, au sens de Daniel de Rivoire, c'est-à-dire dans ce que je propose de penser dans une approche géonarrative et géopolitique. Un adolescent aujourd'hui, ça n'est pas le même qu'un adolescent il y a 50 ans, c'est-à-dire que les problématiques, pensées à l'islam, etc., de néoconversion dont je vais vous parler, elles ne pourraient pas se poser de la même manière dans d'autres contextes. Elles se posent avec tout ce qu'il en est de la mondialité, et des religions, des croyances, de la chute du mur de Berlin, de la chute de ce type d'idéologie, etc., etc. Tout ça est essentiel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement rester dans son cabinet à côté de son divan ou avec ses techniciens, il faut aussi lire les journaux, il faut aussi être en écho avec le monde, pour pouvoir écouter en clinique. Et ce qu'a dit Jean-Claude est très important, aussi en écho avec ce à quoi nous, on a été concernés du monde, et y compris des violences essentielles et fondamentales que tu as évoquées. Alors, juste pour je sais qu'il y a quelques collègues qui savent de quoi je parle, mais pas tous. Donc, comme je vous ai dit que c'est en même temps une occasion de sensibilisation à cette notion, je vous parle de contenant identitaire, c'est-à-dire que cette histoire-là, eh bien, alors je n'ai pas le temps de tout vous détailler, sinon vous dire que, eh bien, ça ressemble bien à un filet, c'est-à-dire que ça ressemble bien à une fonction contenante. C'est-à-dire que cette fonction contenante, elle est construite par un ensemble de mailles. Et que cet ensemble de mailles, je propose de dire que ce sont des liens psychiques. Et pas n'importe quel lien. Pour moi, il n'y a que deux types de liens. Des liens verticaux de filiation et des liens horizontaux d'affiliation. Que deux types de liens. Mais les deux types de liens construisent des mailles. Ce qui est très important, c'est que l'enchevêtrement des liens construit, faisant les mailles, c'est la maille et non pas le lien qui est l'unité de la contenance. Ça, c'est très important, ce qui me différencie des cliniciens du lien classique. C'est la maille, c'est-à-dire que si on ne comprend pas cette notion, on ne comprend pas qu'effectivement, il y a toujours une capacité résiliente du maillage. Toujours. Et donc, il n'y a pas de destin inexorable à la rupture de lien. Donc, il y a une position extrêmement optimiste de ce point de vue-là. Donc, cette clinique, c'est une clinique des liens. Or, le lien, c'est le support et le vecteur de la transmission psychique. C'est ça le hurrah de l'histoire. C'est que cette transmission, elle est inter- et transgénérationnelle, et elle supporte, entre autres, la transmission de la culpabilité et de la honte, c'est-à-dire de la transgression par rapport au surmoi et de la défaillance en regard de l'idéal du moi. Ça, c'est la honte.
il ne peut pas ne pas y avoir de transmission. On connaît le il ne peut pas, on ne peut pas ne pas communiquer. Eh bien, on ne peut pas ne pas transmettre, et on ne peut pas, je rajoute, on ne peut pas ne pas être héritier. On ne peut pas ne pas être héritier, même si on ne veut pas. Hein. Et les grands parleurs de tout ça, les grands passeurs et parleurs de tout ça, ce sont les adolescents, comme l'a évoqué mon collègue. L'adolescent défie et parle l'héritage, entre autres, de la honte et de la culpabilité familiale et communautaire non élaborée, ce que tu as évoqué très bien. Ça fait 30 ans que je suis tombé dans un chaudron sur la question de la honte. Et ce qui m'a amené depuis déjà longtemps à proposer une lecture différenciée. L'avoir, être et porter la honte. L'avoir, c'est j'ai honte, c'est le sentiment de honte. Le être la honte, c'est il est la honte. Ma grande sœur, ma grande sœur alcoolique, c'est la honte de la famille. C'est elle est la honte, d'accord ? Tu es parfaitement d'accord. Donc on l'exclut. Hein, c'est la stratégie du bannissement, hein, dans les groupes, c'est une stratégie coupable. Là, on est dans le registre conscient. J'ai apporté à ça une troisième dimension que j'appelle le porte de la honte. C'est l'héritage de la honte inconsciente. C'est un concept tout à fait particulier qui n'est pas du tout classique. C'est, à la différence de la honte consciente, c'est que je vais être héritier, porteur d'une transmission, puisqu'on ne peut pas ne pas transmettre, d'une honte non élaborée, dont je vais être l'héritier de cette inavouable, impensable, indicible, innommable, mais qui nous renvoie le plus souvent à de l'inouï et de l'inentendable, et aussi du non fantasmable. Cet héritage fait qu'on devient porte-fantôme d'un ressentiment, d'indicible, de vécu, en particulier d'humiliation. Donc, ma théorisation, c'est que quand on dit qu'il n'y a pas de profil type et qu'il y a des vulnérabilités, elles vont concerner, entre autres, cette dimension de vulnérabilité d'héritage, d'être porteur de quelque chose. Et comme je ne sais pas le temps que j'aurai pour vous le dire, au moins 2 minutes, alors bon, je n'ai pas commencé, mais c'est pas grave. Donc, non, c'est pas vrai, j'ai dit 3 mots, mais entre autres, héritage de quelque chose qui me met en difficulté d'inscription dans la filiation. Et ce qui me met en difficulté d'inscription de la filiation, c'est souvent quelque chose avec, dans la transmission, quelque chose qui a à voir avec l'humiliation du Père, l'humiliation du nom du Père, et à travers lui, de ce qu'il porte, de ses propres références et de ses références communautaires. Donc, cette dimension de porte la honte fait que le porte la honte, lui, il n'éprouve pas de sentiment de honte, il est porte-symptôme, il est l'expression ventriloque d'une honte inconsciente, et l'adolescent, de ce point de vue, va être un symptôme psychosocial de cet héritage, et ça va se traduire, effectivement, au niveau des mailles, ça va se traduire par des fragilités, des vulnérabilités de liens qui font qu'on va avoir des possibles ruptures de mailles. Et quand il y a une rupture de mailles, ça fait un trou. Et ça fait un trou dans quoi ? Ça fait un trou dans la marmite. Ça fait un trou dans le contenant. Ça veut dire que ça coule. Hein ? Et à ce moment-là, on va avoir une hémorragie narcissique. C'est-à-dire que cette marmite, cette fonction contenante, c'est une fonction qui a un appareil psychique. Elle définit la fonction contenante, c'est-à-dire au sens, pour les savants, de Bion, c'est-à-dire des capacités psychiques de transformation. Et si mon contenant est défaillant, je vais avoir une souffrance à transformer psychiquement, c'est-à-dire à faire que ce que j'avale psychiquement, qui normalement est mastiqué, élaboré, etc., eh bien, reste ici, ne peut pas être élaboré. Hein. Et c'est cette dimension qui fait que je vais avoir un contentement. L'idée du pacte d'alliance, dont je ne vais pas avoir le temps de tout développer, c'est de dire qu'effectivement, à ce trou-là, va correspondre une propension à remailler le trou. Comment remailler le trou ? Il y a plusieurs formes de remaillage, dont une des formes, c'est un remaillage réciproque. Cette forme de remaillage réciproque, la voilà. C'est le pacte d'emprise idéologique. Idéologiste.
c'est un trompe-le-vide réciproque. Chacun se remplit réciproquement. Vous avez d'un côté Daesh, d'un autre côté le radicalité. Mais vous voyez qu'on est dans une clinique qui rappelle bel et bien les problématiques de la violence conjugale, la perversion narcissique, etc. Ça n'est pas la même chose, mais la modélisation va être du même modèle du côté de ce pacte inconscient, ce pacte de honte, n'aie pas peur, j'arrête. Ce pacte est important parce que c'est un pacte d'emprise. C'est un pacte qui nous amène à penser l'emprise de façon nouvelle, à la manière de Roger Doré, comme un pacte intersubjectif, comme une relation d'emprise, et non pas uniquement de l'un vers l'autre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui met en jeu l'un et l'autre, et qui fait en jeu cette... Et ce que j'essaierai de vous dire tout à l'heure, c'est d'un côté, on a vu qu'il y a quelque chose du côté du porte-la-honte, et je vais vous évoquer tout à l'heure en quoi à ce porte-la-honte va correspondre ce que j'appelle la néoconversion, hein, et d'un autre côté, les particularités de cette autre organisation qui est Daesh, que j'appelle une organisation incestuelle. Je vous remercie.